Nous avons tous un imaginaire concernant les Indiens d'Amérique du Nord, grâce à des films ou à des bandes dessinées que nous avons lues enfants avec passion. Mais entre fantasme et réalité, qu'en est-il vraiment de ceux que l'on appelle les Amérindiens ? C'est plus de 5 millions d'Américains qui vivent dans différentes tribus ou sur différents territoires. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une de ces tribus du sud-ouest des États-Unis, les Navajos. Lorenza Garcia, bonjour. C'est grâce à vous que nous allons pouvoir aujourd'hui mieux connaître ce peuple Navajo qui a su conserver beaucoup d'éléments, nous allons le voir, de sa riche culture. Depuis 20 ans, vous partagez régulièrement leur vie. Vous avez été adopté par les Navajos qui vous ont chargé de faire connaître leur histoire et leur culture en France. Ce que vous faites à travers des films comme Navajo Songline et un livre que vous venez de publier aux éditions Mama intitulé « 20 ans auprès des Navajos, Ojo, mon chemin sur la voie de la beauté ». Alors pour commencer ce voyage en terre Navajo avec vous, Lorenza Garcia, aidez-nous à situer leur territoire. Où vivent-ils exactement ? Alors où ils se situent en fait, je vais plutôt les présenter sous le nom de Diné. Diné qui veut dire le peuple de la terre en langue Navajo. Et ils viennent sur un territoire qu'ils appellent Diné Bikéya. Et donc ce territoire qui fait aujourd'hui 2 fois la Belgique. Un grand territoire. Un grand territoire s'articule sur 3 États qui sont l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Et on n'est pas loin du Colorado aussi. Et donc c'est un territoire qui rassemble plusieurs paysages aussi, mais essentiellement un paysage désertique. Et un paysage que l'on a pu voir dans beaucoup de westerns, puisque c'est là notamment où John Ford a tourné des westerns. Absolument. C'est vrai que l'image de la carte postale de la communauté des Dinés, c'est celle des Grands Canyons et aussi de monuments de vallée. Et John Ford, évidemment, réalisait tous ces films de cow-boys et d'indiens à monuments de vallée essentiellement. Alors, est-ce que c'est un territoire autonome indien ou est-ce que c'est une réserve, comme on dit souvent ? Aidez-nous à comprendre, vous nous dites c'est grand comme 2 fois la Belgique, mais est-ce que ces terres appartiennent aux Indiens ? Est-ce qu'ils sont dans des réserves ou est-ce qu'ils sont sur un territoire ? Alors en fait, ils ne sont que usufruitiers du territoire. Il faut savoir que le système fédéral à 80% des terres. Mais au moment où ils ont signé les traités de paix après l'histoire de la Longue Marche, dont nous parlerons dans un instant. Voilà, ils ont signé un traité qui leur permettait de réhabiliter une vie nouvelle sur ce territoire qui était beaucoup plus petit. Mais ils ne possèdent pas les terres. Ils ne se possèdent pas, ils ne sont pas propriétaires des terres. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces communautés, au départ, nous appartenons à la terre. La terre, on n'achète pas la terre. Donc, ils ne sont pas propriétaires. Donc, ils ne sont que usufruitiers du territoire. Ah oui, vous voulez dire que dans la mentalité des Dinés Navajo, personne n'est propriétaire de la terre. Voilà, la terre ne nous appartient pas. Nous sommes de passage sur terre et nous empruntons la terre de nos enfants. Donc ça, c'est un précepte qui appartient aux Dinés, qui appartient aussi à d'autres communautés amérindiennes. Attendez, nous empruntons la terre de nos enfants. C'est-à-dire que nous foulons cette terre, mais que nous devons préserver pour nos enfants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme nous sommes de passage sur terre, eh bien, nous avons la conscience que nous empruntons une terre qui n'est pas la nôtre, puisque les nouvelles générations vont pouvoir œuvrer pour préserver cette terre. Mais ça, Lorenza Garcia, c'est profondément inscrit, je dirais, dans la culture ancestrale des Dinés Navajo. Absolument. C'est pas une belle formulation New Age ou écologique d'aujourd'hui. Non, pas du tout. À la base, pas du tout. Et d'ailleurs, pour eux, de racheter la terre, il y a plusieurs démarches, politique qui permettra à ces communautés peut-être de racheter la terre, mais leur désir profond, ce n'est pas forcément de la racheter, puisque on n'achète pas la terre comme on n'achète pas l'air, comme on n'achète pas l'eau, comme on n'achète pas tout ce qui est relié au vivant, on ne l'achète pas, on ne le possède pas. Donc ce précepte d'appartenir à une terre est loin de tous nos préceptes occidentaux qui dit que nous possédons le territoire, nous possédons un bout de terre où nous allons
poser une maison qui sera la nôtre. Non, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, traditionnellement et aussi à l'heure d'aujourd'hui. Mais Lorenza Garcia, ces Indiens Navajo vivent sur le sol américain. Quel est leur lien avec le gouvernement fédéral américain? Est-ce qu'ils considèrent qu'ils vivent d'une manière autonome et séparée de ce gouvernement fédéral, ou est-ce qu'ils sont sous les lois du gouvernement fédéral? Alors, en fait, ils sont sous des lois, au départ, qui sont leurs propres lois. Ils ont une propre justice, et dans la justice s'inscrit toute la cosmogonie, donc de l'histoire même, de l'origine, de la création, selon la vision des Navajo. Donc, quand il y a un vol, un meurtre sur le sol du territoire des Navajo, d'Iné, c'est cette justice Navajo qui va les juger, ou c'est la justice américaine? C'est la justice Navajo, tribale, qui va les juger. Et le terme de juger n'est pas forcément le bon terme, mais ils vont plutôt essayer d'instaurer ou de restaurer ce précepte de beauté, donc qui illustre dont nous allons parler, que vous appelez de mon livre. Ojo. Que l'on appelle Ojo, parce qu'en fait, l'idée c'est de toujours maintenir un état d'équilibre avec ce précepte de terre qu'il considère comme la mère et ce précepte de ciel qu'il considère comme le père. Donc même cette façon de concevoir la vie s'inscrit au cœur même de la justice. Lorsqu'on on visite le gouvernement Navajo, donc voilà. Donc il y a un gouvernement Navajo. Il y a un conseil tribal Navajo, et lorsqu'on voit la manière avec laquelle ils ont illustré l'intérieur même de cet endroit où vont être établies des règles et des façons de concevoir la vie sur le territoire Navajo, avec des visions qui sont propres à leur propre vision, donc leur propre justice, eh bien on voit inscrit sur les murs des fresques qui illustrent toute l'histoire des Navajo depuis le commencement, et aussi depuis toute l'histoire de la longue marche, d'accord, qui a existé entre 1864 et 1868 essentiellement. Visage, Thierry Lyonnais. Alors justement, Lorenza Garcia, j'aimerais qu'on parle un peu de cette période très douloureuse qui a été le conflit entre les Navajo d'Iné et d'abord les Espagnols, puis ensuite avec les Américains. Oui. D'abord, ça a commencé avec les Espagnols. Oui, les Navajo étaient en conflit avec les Espagnols. Oui, avec conflit avec les Espagnols. Dès le XVIe siècle. Oui, absolument. Et puis, les Espagnols ont été les pires par rapport à toute la période de la colonisation. Il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Espagnols. Ça concerne les pays occidentaux. Et les Espagnols étaient vraiment ceux qui avaient décidé d'administrer la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que tout devait disparaître, autant les terres que les enfants, que les maisons, que les femmes, que les anciens. Donc ça a été une période... Un génocide, on peut le dire. Un génocide, absolument. Mais ils n'ont pas réussi. Il y a eu des Navajo qui ont survécu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été contraints, forcés à quitter leur territoire d'origine comme les autres communautés amérindiennes. Et à un moment donné, ils ont été déportés donc de leur territoire d'origine, qui était beaucoup plus petit à cette époque-là. Donc cette démarcation du territoire durant cette époque-là est vraiment inscrite dans le drapeau Navajo, parce que lorsqu'on voit le drapeau Navajo, on voit une tache brune marron qui est beaucoup plus foncée que la tache du territoire aujourd'hui, et cette tache brune foncée illustrait comment était le territoire avant l'histoire avant l'histoire de la seconde. Alors, Lorenza Garcia, on va pas refaire toute l'histoire des Navajo, parce qu'on pourra faire une émission uniquement sur ce thème, mais il faut quand même que l'on parle de ce que vous avez évoqué, c'est ce qu'on appelle la longue marche, 1864. Que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? Donc, à ce moment-là, ils sont contraints, forcés à sortir du territoire Navajo, et qu'ils vont marcher plusieurs miles. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais il y a plus de 400 kilomètres, 425 kilomètres, exactement. Je crois. Et donc, ils vont être déportés dans un fort qui s'appelle le Fort Summer, qui est situé à Bosque Redondo. Et à partir de ce moment-là, ils vont rester à peu près 4 ans. Chassés de leur terre, complètement. Rassemblés, chassés de leur terre. Voilà. Et après, donc, ils sont vraiment traités comme des esclaves. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils ne puissent plus
penser comme ils le pensent, quoi, comme eux le pensent. Et à partir de ce moment-là, il y a une résistance qui se fait, parce que l'idée, c'est que pour eux, pour les Navarros, ils puissent retourner sur leur territoire d'origine. Et le territoire d'origine, à l'origine, est entouré de 4 montagnes sacrées. Et donc, l'histoire même de leur retour sur leur territoire, c'est parce que il faut qu'ils absolument retournent sur leur territoire d'origine, là où il y a les 4 montagnes sacrées. Pour qu'ils puissent vivre en harmonie. En harmonie, autour et voilà. au milieu de ces 4 montagnes sacrées. Voilà. Et là, c'est la figure d'un grand chef Navarro, Manuelito. Il y a Manuelito, il y en a plusieurs. Qui ont permis ce retour sur leur terre, ce qui est rare chez les Amérindiens des États-Unis. Voilà, absolument. Je crois que c'est le seul peuple qui est retourné sur ces terres. Vraiment qui est retourné sur qui sont retournés sur leur territoire d'origine. Et à partir de ce moment-là, on leur redonne des moutons. Ils vont apprendre l'agriculture parce qu'ils vont continuer à apprendre l'agriculture, mais bon, au sens petit du terme. Mais il faut savoir que disons que le mythe Navarro, par rapport à cette période-là, c'est qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent aux situations, même s'ils sont c'est un peuple qui résiste, et donc ils apprennent aussi, contraints, forcés, et tant bien que mal, l'agriculture, l'élevage, et donc ils vont retourner sur leur territoire d'origine avec ces nouveaux apprentissages. Alors, Lorenza Garcia, aujourd'hui, oui. Combien sont-ils sur leur territoire ? Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs recensements. Au moment où il y a eu le Covid, ils ont été recensés de manière plus nombreuse par rapport à avant le Covid, mais on le dit qu'ils sont un peu plus que 300 000 en tout. Vivant sur leur territoire, ou beaucoup de Navarros vivent à l'extérieur de leur territoire. Alors donc il y a certains Navarros qui vivent sur leur territoire sont à peu près entre 175 000 et 180 000, voilà, qui vivent sur le territoire. Mais globalement, une partie vivent à l'extérieur du territoire. Donc à l'extérieur, ça peut être à la périphérie, mais aussi un peu plus loin. Mais alors, est-ce que les jeunes Navarros sont attirés par le mode de vie traditionnel, avec ce désir de rester sur leur territoire, ou est-ce qu'ils sont, comme beaucoup de jeunes, un peu fascinés par la société nord-américaine et désirent vivre dans les grandes villes américaines et sortir de cette réserve qui est un peu comme une île quelque part? Bien sûr. Alors je dirais qu'il y a quelque chose de pertinent dans la place des jeunes aujourd'hui, parce que le précepte de beauté est manifesté par des cérémonies entre le moment où l'enfant naît et il va être accompagné par une démarche particulière qui est la démarche de la manière avec laquelle ces traditions ont été transmises de génération en génération. Donc le concept de présence, de beauté, de transmission qui s'inscrit dans l'oralité est essentiel. Donc l'enfant grandit avec cette réalité-là et automatiquement, lorsqu'il va se retrouver à l'extérieur, parce qu'il va suivre, au fur et à mesure du temps, il va suivre des études qui souvent les jeunes partent dans les universités à l'extérieur. Eh bien, gardent toujours en eux cette façon de voir la vie qui a été transmise de génération en génération. Et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire ces cérémonies, ces rites initiatiques, nous allons en parler tout à l'heure plus longuement, se perpétuent. Alors, elles se perpétuent parce que la relation intergénérationnelle est aussi essentielle. Donc, le rôle des anciens est essentiel et on ne vit pas séparé des anciens. Donc, l'enfant, quand il évolue avec la présence d'un ancien. Et notamment des grands-parents. Des grands-parents, voilà, c'est ça. Qui n'est pas loin, en fait, et dont on s'occupe. Voilà, on va pas mettre l'ancien traditionnellement, et encore dans la modernité d'aujourd'hui, on va s'occuper de l'ancien et c'est essentiel. Et c'est précieux. C'est quelque chose qui est relié à ce concept de beauté et de sacralité, parce que préserver donc les anciens, c'est préserver une culture qui, de par le fait qu'elle est aussi perturbée par l'arrivée de la modernité, révèle aussi la place des jeunes aujourd'hui. Donc les jeunes sont des personnes qui ont la conscience de l'origine de leur culture et de leur philosophie. Lorenza Garcia, ça fait plus de 20 ans que vous partagez régulièrement leur vie. Vous venez juste de rentrer d'ailleurs du Nouveau-Mexique il y a quelques jours. Quand on voit vos films, on voit bien qu'ils habitent dans des maisons
qui ressemblent aux maisons américaines. Des mobile homes, des grands mobile homes. On voit des intérieurs qui ressemblent à des maisons américaines. Ils ont leurs voitures. Je crois qu'il faut écarter un peu le mythe que l'on a de l'Indien vivant sous un tipi. C'est fini, ça. Je crois qu'il faut le dire. Oui, aujourd'hui, sûr. leur mode de vie est à la fois très moderne, mais en même temps, ils n'ont pas perdu certains aspects de leur tradition. Oui, bien sûr. Alors déjà, le tipi, c'était plutôt relié aux Indiens des plaines, parce que les communautés Navajo n'ont pas de tipi traditionnellement. Ils ont une autre structure architecturale qu'on appelle le hogan. On voit en couverture de votre livre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une forme très arrondie, on dirait un igloo en terre, en fait. Oui, voilà. Donc il y a des hogans féminins, il y a des hogans masculins. Voilà. Enfin, le précepte de féminin-masculin est partout. Mais donc, ce que je veux dire, leur mode de vie est un mode de vie moderne aujourd'hui. Absolument. C'est un mode de vie moderne. On les voit en jean, ils ont leur portable et on peut sortir d'une cérémonie et voir qu'ils vont boire du coca et qu'ils vont sortir leur portable et que s'il y a une bonne connexion, ils pourront répondre à leurs amis qui habitent un peu plus loin. Oui, complètement. Et c'est tant mieux parce que le but c'est de pouvoir s'adapter et de vivre entre tradition et modernité sans pour autant être des spécialistes du mythe sauvage qu'on a connu au moment où on regardait les westerns. Mais leurs traditions sont profondément ancrées chez les Navajos ou est-ce qu'elles sont de l'ordre du folklore? Alors, ils n'aiment pas vraiment qu'on parle de leur tradition sous un terme folklorique, pas du tout. Porter un costume, porter une ceinture, porter des colliers ou des bijoux, c'est aussi porter une façon d'être en accord avec les pensées, avec nos actes et avec un alignement qui est toujours une reliance, je dirais, entre ciel et terre. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes pensées, la manière avec laquelle les femmes ou les hommes vont se coiffer et habiller leurs cheveux avec un ruban, eh bien c'est pour mettre des bonnes pensées. Donc chaque geste articule la manière avec laquelle ils ont grandi et évolué grâce à ces rituels toujours et grâce aussi à ces préceptes de préserver la terre et préserver le fait que ils sont les enfants de la terre et les enfants du ciel. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé même chez les nouvelles personnes et les jeunes personnes. Lorenza Garcia, parlons de la terre. Creusons cette notion des dîners, donc les Navajos, les Indiens Navajos dont nous parlons aujourd'hui dans cette émission avec vous, vous qui partagez leur vie. Dîner, peuple de la terre. Quel est le lien qu'ils entretiennent avec la terre? Est-ce qu'ils ont ce sens qu'on entend souvent sur la Pachamama, la terre-mère en Amérique latine, en Amérique centrale? C'est la même chose chez eux, la terre-mère? La terre-mère, le ciel-père, oui, c'est essentiel. En plus, ça s'inscrit autour de la présence des 4 montagnes sacrées. Pour eux, chaque montagne a une signification. On tourne lorsqu'on rentre dans le Hogan, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour suivre le voyage du soleil. La terre est essentielle, la terre est inscrite dans les registres de la justice. La terre est considérée comme la mère parce qu'elle est la mère de tous. Au moment où il y a des cérémonies, par exemple, chez les jeunes femmes, les jeunes filles qui vont devenir des jeunes femmes et qui vont être accueillies par le monde, dans le monde des femmes, il y a cette cérémonie qu'on appelle la Kinalda et qui permet justement
à la jeune fille de se rendre compte qu'elle va devenir indépendante parce que reliée à la terre. C'est presque une boussole, je dirais presque, ce lien avec le vivant. Mais c'est une boussole cognitive. Elle n'est pas que affective, elle est cognitive. C'est-à-dire que c'est une façon de pouvoir être en lien avec cette préservation du vivant. Et cette préservation du vivant vient du fait que lorsque les hommes et les femmes de médecine enseignent aux enfants le fait qu'ils sont les fils de la terre, eh bien, ils disent que sans elle, ils ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Donc, la terre est une énergie, c'est une énergie qui donne la vie, parce qu'on est nourri par cette terre. Donc, c'est essentiel de préserver cette façon de voir la vie et de s'aligner avec celle-ci, parce qu'autrement, ils ne sont plus des peuples autochtones. Ils ne sont plus des peuples racines. Mais comment ça s'exprime dans la vie de tous les jours ? Vous avez partagé pendant des mois et des mois leur vie quotidienne. Comment est-ce que ce que vous venez de nous évoquer là s'exprime dans leur vie quotidienne ? Donc, surtout pendant les cérémonies ou aussi dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours aussi, mais c'est toujours un peu délicat parce que comme ils sont aussi, ils vivent dans une société moderne, c'est compliqué parfois de voir que ces peuples sont en lien avec le vivant et la terre et en même temps que, voilà, qu'on puisse boire du coca ou qu'on puisse parfois mal s'alimenter parce qu'il y a aussi une malnutrition. Enfin, il y a quelque chose qui est des problèmes de diabète aussi, hein. Pour être conscient que on est en lien avec la terre, eh bien, on est conscient, par exemple, que lorsque l'on est sur le territoire navajo et que l'on voit tous les habitats dont la porte est dirigée vers l'est, eh bien, on est automatiquement en lien avec ce que veut dire l'est. Et donc, l'est, par exemple, c'est le renouveau. Et quand on ouvre la porte, on laisse entrer l'énergie du renouveau dans le Hogan ou dans le mobil-home ou dans la maison moderne. Donc, il y a toujours quelque chose qui ramène à cette réflexion de les 4 directions, les 4 montagnes sacrées. Elles sont partout, ces 4 directions, tout le temps. Voilà. La manière où vous allez vous asseoir, vous allez vous asseoir vers le nord ou vers le sud, mais pas n'importe où. Et ça a un sens. Et ça a un sens. Les 4 passages de l'homme sur terre, être en lien avec les 4 éléments. Donc, il y a cette danse toujours, cette fréquence comme ça, que les enfants entendent depuis le début et que les anciens continuent à raconter, à transmettre, à enseigner à travers les histoires. Et moi, je me suis rendu compte que lorsque je passais du temps avec eux, j'ai réappris à nouveau ce que ça voulait dire passer des veillées avec les anciens en écoutant les histoires. Alors, il y a un lieu très particulier que vous présentez dans votre livre, qui est sur la couverture du livre. On a un peu évoqué ce nom, c'est le Hogan. Oui. Qu'est-ce que représente ce lieu, ce lieu d'habitation? Oui. Mais qui n'est plus aujourd'hui un lieu d'habitation pour eux, mais qui est plutôt un lieu de cérémonie. Ça peut être encore des lieux d'habitation, parce que le but, c'est de réhabiliter le précepte de Hogan avec une architecture qui a elle-même évolué. Et aussi, on voit dans le territoire navajo, on voit des Hogan, mais qui ont été modifiés en termes d'architecture. Donc, ils ne sont plus forcément des structures où les bois sont réalignés et recouverts de terre. Ils sont aussi plus, au départ, ils étaient en cercle et maintenant, ils sont plus octogonales. Donc, voilà, le précepte d'architecture Hogan a évolué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Hogan? Mais Hogan, en fait, on rentre donc par l'est, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Au cœur même du Hogan, il y a le foyer central. Et ce foyer central, et lorsqu'on suit le conduit de cheminée, je dirais de tuyau, eh bien, ce conduit ouvre sur le ciel, et donc il y a une fenêtre ouverte vers le ciel qui ramène justement toute cette signification symbolique. Il y a plusieurs significations symboliques, mais le Hogan, c'est vraiment le ventre presque de la terre-mère, mais c'est aussi le ventre de la mer. C'est comme si on revenait dans les entrailles déjà de la terre-mère, mais aussi dans le ventre de la mer. Et là, à partir de ce moment-là, les gens ont vraiment un respect fondamental sur le Hogan, parce qu'en fait, on retourne vers une matrice originelle qui nous permet d'être dans une intériorité. Et dans cette intériorité, pendant des décennies, c'est raconter les histoires. C'est le lieu de la parole. Il y a un lien intime entre le Hogan et la parole. Voilà, la parole, l'échange. Les chants, les cérémonies, la venue des êtres sacrés, c'est-à-dire la venue du monde invisible dans le monde visible, la venue du précepte de restaurer la beauté, le Hojo, qui est très très important. Voilà, c'est la vie du Hogan. Mais c'est un espace sacré. De toute façon, la sacralité est à l'intérieur et à l'extérieur du Hogan.
au départ, il n'y a pas de séparation. Donc, quand on rentre le sacré est partout. Le sacré est partout. Donc, le sacré est aussi à l'extérieur du Hogan. Et je pourrais dire même que c'est eux qui le disent, c'est que le territoire navarro est en lui-même à Hogan. Parce que lorsqu'on rassemble les 4 montagnes sacrées, on les rassemble donc elles sont à l'est, à l'ouest, voilà. Sud. On peut imaginer que ça crée une espèce de voûte comme ça. Et donc, le territoire navarro est un Hogan en soi. Lorenza Garcia, dans votre livre 20 ans auprès des Navarros que vous venez de publier, vous parlez beaucoup des rites de passage. Ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui existe dans la plupart des sociétés traditionnelles, où il y a des rites d'initiation, mais que c'est en train de disparaître. Chez les Navarros, aujourd'hui encore, il y a ces rites de passage qui sont pratiqués, qui sont proposés aux jeunes? Oui. Il y a les rites de passage autant pour les garçons que pour les jeunes garçons et pour les jeunes femmes. Bon, il y en a un qui est très, qu'on connaît, en tout cas, qui est souvent répété. C'est la fameuse Quinalda. Et ce rite de passage est un rite de passage pour les filles. Voilà. En fait, c'est quand elles ont leurs règles, leurs premières règles. Voilà, c'est ça. Elles deviennent femmes. Voilà, elles deviennent femmes. Et c'est un rite de passage qui a été transmis depuis des millénaires parce que la déité femme changeante, donc là, on va dans ce monde de préceptes, dans cette cosmogonie absolument fabuleuse, femme changeante, qui est la déité suprême des dîners, a elle-même passé ce rite de passage. Et donc, elle a fait en sorte que ce rite puisse être perduré pour les jeunes femmes. Et ce rite de passage, on y voit plusieurs choses. La jeune fille va devoir confectionner un gâteau de maïs. Elle va devoir, au départ, moudre le grain. Le maïs, c'est une plante sacrée. Il y a plusieurs plantes sacrées, mais le maïs est ici très important. Donc, elle va devoir moudre le grain de maïs pour en faire de la farine. Bon, maintenant, ça ne se fait plus pareil parce que on peut plus faire des rites de passage de 4 jours et 4 nuits pour les jeunes femmes parce que voilà, on le fait en 2 jours. Mais il y a toujours, on nourrit la communauté, le collectif. La jeune fille va devoir répéter des prières, des paroles navarro. Donc la langue va revenir, va dans la mémoire même de la jeune fille. Elle va être accompagnée par les femmes, elle va devoir savoir comment se dresser, comment s'habiller. Donc elle va se rendre compte de l'importance des bijoux, de l'importance de la ceinture, de l'importance de comment elle se coiffe et comment. Et puis à un moment donné, elle va sortir donc du Hogan, elle va rentrer et sortir du Hogan à plusieurs reprises. Elle va se présenter vers l'est, elle va courir vers l'est pour accueillir le renouveau. Et il y a comme une façon de pressentir qu'à un moment donné, ce rite de passage va lui permettre de se rendre compte que peut-être que certainement sa mère, mais aussi sa grand-mère et son arrière-grand-mère et elle-même appartient à une façon, une vision d'ensemble qui fait que la mère de toutes, c'est la terre-mère. Donc il y a une espèce de libération aussi de l'aspect biologique de la mère et du père originel. Alors vous me parlez beaucoup des femmes. Oui. Elles ont une place importante chez les Navarros. Oui. Mais, et les garçons, est-ce qu'ils ont leur rite d'initiation aussi? Parce que historiquement, c'était quand même des guerriers, les Navarros. Oui, alors les garçons, c'est un peu moins connu. Les garçons ont leur rite de passage aussi également. Par exemple, il y a les huttes, ce qu'on appelle les huttes de sudation. Alors, parce qu'on parle beaucoup des huttes de sudation, par exemple en France, et les huttes de sudation, essentiellement celles qui sont réalisées en France, sont pas mal ont été pas mal instaurées par celles des Lakota, des tribus Lakota, et où aujourd'hui la mixité existe dans les huttes de sudation. Mais chez les dîners, il y a des huttes de sudation qui sont faites et pour les femmes séparément et pour les hommes séparément. Donc, c'est un lieu d'initiation pour les garçons, alors. Oui, c'est aussi un rite d'initiation pour les garçons. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très joli, c'est-à-dire que ils disent que lorsqu'on a besoin de partager des choses essentielles et importantes, qui est essentiel pour nous, pour notre famille, pour notre communauté, pour notre collectif, eh bien on rentre dans la hutte, on rentre au sein même de la terre-mère, dans les entrailles de la terre-mère, on y rentre nu, et on protège la terre-mère et les hommes mettent un petit ruban, quelque chose qui protège autour de leur sexe pour ne pas abîmer la terre-mère, justement pour préserver la terre-mère.
Donc là, encore, c'est ce lien charnel qu'il y a avec la terre-mère pour les garçons et pour les hommes est très très essentiel. Que ce soit dans les Hogan ou dans les huttes de sudation, on est toujours dans ce rapport avec le retour dans la matrice de la terre, quelque part. Voilà. Et alors, les donc, cérémonies... On parle de choses importantes, justement, dans ces endroits-là. Et les garçons peuvent, et les hommes peuvent aussi, entre eux, en relation intergénérationnelle, peuvent parler de tout ce qui leur parlait essentiel. Et transmettre le savoir. Transmettre, voilà, tout ce qui leur permet d'être important pour eux. Et ça se vit encore aujourd'hui. Oui. Enfin, j'insiste là-dessus parce que de peuples à travers le monde qui perdent ces rites initiatiques. Chez les Navarros, ça existe encore aujourd'hui. Ah oui, ça se vit encore aujourd'hui. Les cérémonies sont encore importantes. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que ces cérémonies de passage à l'âge adulte pour les filles ou les garçons. Il y a d'autres cérémonies aussi pour les Navarros plus tard dans leur vie aussi. Voilà, absolument. Alors il y a 4 passages de vie sur Terre. Il y a la naissance, il y a l'adolescence, il y a le monde adulte, il y a l'âge honorable et après il y a le changement de monde vers la mort. Donc ça j'aime bien l'âge honorable. On se prépare. Il y a des rites, des cérémonies pour entrer dans l'âge honorable. C'est beau ça. C'est beau parce que ça nous concernerait, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est honorablement à peu près 60 ans, oui, c'est ça. Eh bien, à ce moment-là, on a une autre place dans la communauté. Donc, c'est honorable de pouvoir avoir cette place. On a l'expérience et notre devoir, c'est de le transmettre cette expérience aux nouvelles générations. Mais on doit être initié par des plus anciens alors pour être accueilli. C'est essentiel d'être à l'écoute des anciens. Ça, c'est essentiel. Le respect des anciens est absolument fabuleux. Moi, j'ai rarement vu cela dans d'autres. Je dirais pas dire dans d'autres cultures parce que ça existe partout, mais c'est vrai que chez nous, on a tendance à mettre les anciens dans des maisons et voilà, il y a un petit peu les visiter, à pas les écouter. Comme has-been, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Là, donc, c'est le contraire chez les Navarros. La parole des anciens est essentielle. Donc, les anciens, ils ont la capacité d'avoir une mémoire absolument extraordinaire parce que ce sont des gens qui ont gardé la mémoire. On est beaucoup dans la transmission orale. Énormément. Et pour eux, c'est essentiel d'être à l'écoute des anciens. Donc, les 4 passages sur Terre, oui, absolument. Les 4, les rites, les sudations, les rites de passage, honorer les 4 directions et essayer aussi de ne pas prendre plus que ce que la terre nous donne. Ça aussi, c'est essentiel, en fait. Visage, RCF. Lorenza Garcia, j'aimerais qu'on parle de la spiritualité et aussi de la religion chez les Navarros. J'aimerais comprendre si ce peuple amérindien, vivant sur le sol américain, un sol américain qui est très marqué par le christianisme, notamment par les évangéliques, par les baptistes, par les pentecôtistes, est-ce que ces Navarros sont chrétiens? Est-ce qu'ils ont été évangélisés? Ou est-ce qu'ils sont dans leur religion traditionnelle, je dirais d'une certaine manière pure, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a un syncrétisme entre leur religion traditionnelle et différentes formes du christianisme?
Alors évidemment, ils sont tous là à la fois, parce qu'on peut pas renier aussi que dans le précepte de colonisation, il y a eu aussi la volonté de faire en sorte que les traditions puissent se perdre. On parle de génocide, et donc ces personnes n'ont pas pu parler la langue pendant un certain temps. Ils ont été contraints, forcés à vivre selon un rythme qui n'était pas le leur. Ils ont été christianisés de force. Ils ont été christianisés de force, bien sûr. On parle d'une période où ils n'étaient pas éduqués par leur famille. Ils étaient donc dans des écoles qui étaient des écoles où on n'apprenait pas la tradition, on ne parlait pas la langue traditionnelle. Les fameux pensionnats religieux sûr. Pour les Amérindiens. Oui, voilà, c'est ça. C'était des écoles fédérales, du coup. Et donc, les enfants revenaient dans leur famille, mais très peu de temps. Donc, il y a eu cette déséculturation qui a été très, très importante et qui est toujours là. Et il y a eu un basculement. Ça existe encore aujourd'hui? Ou ça a été interdit? Alors, il y a par exemple Diné College, qui est une école qui est très importante parce qu'elle a été, durant les années 60, elle a permis de la réhabilitation de la langue maternelle. Le but, c'est que les traditions, le langage, l'artisanat, tout ça puisse être à nouveau inscrit dans l'éducation des enfants. Mais par contre, il y a plusieurs obédiences. Il y a des Navarros qui sont chrétiens, qui ne veulent pas entendre parler de la tradition. Il y a des Et quand vous dites chrétien, c'est quoi? C'est plutôt baptiste, évangélique, enfin oui, c'est voilà, les églises issues de la Réforme qu'on retrouve aux États-Unis. Il y a très peu de catholiques. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Il y a des Mormons aussi, il y a des Navarros mormons. Parce que comme la réserve est en Utah, je veux dire, il y a aussi beaucoup de grosses communautés mormones, absolument. Donc là, ceux-ci ne veulent pas entendre parler de la tradition, ils appartiennent à ces différentes églises. Voilà, c'est ça. Donc il pourrait y avoir une espèce de guerre de croyances à travers cette façon de voir les choses différemment à cause ou grâce à la religion, peu importe. Et puis il y a les purs traditionalistes qui ne veulent pas entendre tout le syncrétisme qui existe. Par exemple, il y a le Native American Church qui existe au sein même de la réserve Navarro. Attendez, ça c'est intéressant. Le Native American Church, là on est vraiment dans un syncrétisme absolument. complet entre la culture navarro, les pratiques, ce qu'on a vu ensemble, les rites d'initiation, et le christianisme. Le christianisme et la prise du peyote, qui vient d'une façon... Une plante sacrée, le peyote. Une plante sacrée et qui vient plutôt des Indiens des plaines. Et donc cette façon de concevoir ces cérémonies se font dans les tipis. C'est pour ça que les tipis, lorsqu'on voit un tipi dans la réserve Navarro, eh bien on sait que ça vient du Native American Church. Ça n'est pas la tradition Navarro, c'est dans le Hogan. Voilà, c'est ça. Et là, à ce moment-là, on parle de cosmogonie, on parle des changements de monde, on parle de femmes changeantes, on parle du Père Soleil, on parle des monstres, on parle des holy people, des êtres sacrés. On est carrément dans une autre version de... Donc ça, c'est de Native American Church. Et puis, vous dites, il y a les traditionalistes. Alors ceux-ci, ils ne veulent rien entendre parler du christianisme. Et eux, c'est la défense de la culture, je dirais pure, entre guillemets, des Navarros. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il en existe, c'est une minorité. C'est une minorité ou c'est une majorité aujourd'hui chez les Navarros? Non, il en existe. Il y a même une association d'hommes médecine qui promeut le fait que la tradition, l'origine même des dîners Navarros, c'était au début du commencement, il n'avait rien. Il y avait et dans ce rien, il y avait le tout. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'émergence du premier monde, du deuxième monde, du troisième monde, du quatrième monde. Aujourd'hui, ils se disent être dans le quatrième monde. Bon, certains disent qu'on est dans le cinquième monde, mais en l'occurrence, c'est-à-dire que le changement de monde est une façon d'aller toujours vers quelque chose de plus harmonieux, d'un monde meilleur. Et là, ces cérémonies traditionnelles Navarro sont défendues par les Atali, les hommes et les hommes médecine qui, eux, sont très traditionnalistes. Et là, vous avez eu accès à ces cérémonies, vous qui allez depuis 20 ans chez les Navarros, où c'est interdit de les filmer, interdit voire même d'y participer si on n'est pas Navarro? Moi, j'ai pu avoir accès à cela parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des cérémonies parce que j'avais des problèmes de santé. Mais on ne met pas la caméra durant ces cérémonies, on en parle très peu. C'est le sacré, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le Hogan ne doit pas se faire à l'extérieur du Hogan. Alors vous avez été soigné, guéri de problèmes de thyroïde par ces pratiques des hommes médecins. Est-ce que vous accepteriez de nous en parler?
Oui, ce que je peux dire, c'est que j'ai dû moi-même répéter des prières comme ils le font. C'est-à-dire que les cérémonies qu'ils m'ont fait ne sont pas des cérémonies qu'ils font pour les Blancs, parce qu'ils ne connaissent que des formes de cérémonies qui sont pour leur propre peuple. Et j'ai eu l'avantage, je sais pas, ou la chance plutôt, de pouvoir être accueillie dans le Hogan et pouvoir avoir une cérémonie qui me concernait, qui m'a permis de restaurer la beauté en moi parce que j'étais en état de désharmonie dû à un problème de thyroïde. Et je dirais que le fait d'apprendre les chants, en tout cas d'écouter les chants, le fait d'écouter le langage, de me mettre en total accord avec la présence de l'homme médecine, même si je ne connaissais pas les mots exacts, la signification exacte des mots, j'ai vraiment pressenti que il y a pas de séparation, il n'y a pas de dichotomie entre le monde profane et le monde sacré. Mais il y a une possibilité d'accueillir quelque chose qui est plus grand, qui est évidemment plus grand que moi, qui était plus grand que nous-mêmes en tant qu'humains, et que, en l'occurrence, cette manifestation de l'invisible se fait par les hommes et les femmes médecines qui sont les garants et les dépositaires de cette conscience et de cette connaissance. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un lien intime entre spiritualité et santé chez les Navajo, parce que les maîtres de cérémonie, vous les appelez les hommes médecine. Mm-hmm. Je pense que c'est une traduction de Atali, oui. Ouais. Donc il y a ce lien intime, la santé et la spiritualité. Ce qui veut dire que si on tombe malade, c'est qu'il y a une disharmonie et qu'on est on n'est plus en phase, on n'est plus centré, équilibré. Oui, avec on n'est plus en harmonie. L'ordre de l'univers, en fait, tout ce qui coordonne, tout ce que l'univers coordonne, tout ce que le grand mystère coordonne, et nous faisons partie du mystère, mais nous n'avons pas à contrôler ce mystère. Et disons que ce qui est essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre universel, c'est-à-dire que l'idée de santé est reliée à la beauté, et l'idée de beauté est reliée à l'harmonie, à l'équilibre, mais est aussi reliée à la prospérité, à la joie, à l'humour, à la conscience. Et donc, il n'y a pas de séparation. C'est ça qui est absolument... Tout est réuni. Ça n'est pas la beauté et la spiritualité, c'est la beauté et le sacré ensemble réunis. Donc, lorsque les paroles et les chants sont transmis par les hommes médecines, eux-mêmes se mettent au service de cette grande rencontre qui a existé avant même que les êtres humains existaient, en tant qu'être peuple à 5 doigts, parce que eux se disent être le peuple à 5 doigts. C'est-à-dire c'est assez joli. C'est-à-dire qu'il y a eu cette métamorphose entre ce qui existait dans le premier monde et dans le monde d'aujourd'hui. Et les peuples à 5 doigts, c'est la manifestation de cette métamorphose et cette transformation. Les 5 doigts, c'est, nous-mêmes, nous sommes un peuple à 5 doigts. Hein, c'est le pouce, l'index, le majeur, voilà. Et chaque doigt a une fonction aussi. Donc, je vais pas débattre aujourd'hui, mais c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes un peuple à 5 doigts sur une seule terre. Et en ça, nous sommes tous reliés à cette conscience universelle. What you say to me, and when I cry, you ask me why, and when I love, you say you don't love me. Oh, buddy, hey, whoa, buddy, whoa, oh, buddy, hey, whoa, buddy, whoa, oh, buddy, hey, whoa, buddy, whoa. Oh, buddy, hey, oh, buddy, whoa. One day I will say to you, I'll go away, 'cause I will meet somebody else better than you. And I guess you will first laugh, but maybe cry after
some days, 'cause you will realize that what I said was true. Oh, buddy, hey, hey, whoa, buddy, whoa, whoa. Oh, buddy, hey, hey, whoa, buddy, whoa. Oh, buddy, hey, hey, whoa, buddy, whoa, whoa. Whoa, buddy, hey, hey, whoa, buddy, whoa. Alors Lorenza Garcia, j'aimerais beaucoup qu'on parle de cette notion de beauté, parce que vous avez utilisé ce mot à plusieurs reprises. Je pense qu'il est beaucoup plus large que le sens que nous donnons, nous, au mot de beauté, avec une dimension plutôt esthétique. Que veut dire ce mot Ojo? Alors ça s'écrit H-O-Z-H-O, on le prononce Ojo. Qu'est-ce que ce mot contient chez les Navajos? Alors, ce mot contient plusieurs adjectifs. Je pense que notre monde occidental court après tous ces adjectifs et eux ont réussi à rassembler en un seul mot ce précepte d'harmonie, cette quête que nous avons tous. On a tous envie d'être en amour et être en paix, d'être heureux, d'être dans une forme de joie, exactement. De bonne relation avec les autres. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un mot essentiel qui est le Ojo. Il y en a un autre qui s'appelle le Ke. Mais le Ojo, c'est la beauté, la joie, l'harmonie, la conscience, la prospérité, l'humour, la paix, l'équilibre, oui, je l'ai dit. Donc, être Ojo, c'est ça. C'est maintenir un état d'équilibre avec tout cela. Mais c'est un but, c'est une voie au sens un peu oriental du terme, un chemin. C'est une voie. La voie de l'Ozo. On pourrait s'éloigner de Ozo. Vous voyez, par exemple, lorsque quelqu'un commet un délit, par exemple, qui se retrouve donc dans la prison Navarro, il peut être accompagné par un homme médecine qui va lui dire que le but c'est de restaurer la beauté et que on va pas essayer de le juger, mais on va essayer de faire en sorte de trouver le moyen pour lui de restaurer Ozo en lui. Voilà, c'est ça. Et ils disent que c'est comme si Ozo était un cycle de vie, un cercle. Imaginez que Ozo nous sommes au cœur de Ozo et que au cœur de qui nous sommes, voilà, on tire des rayons du soleil et qu'on met au bout de chaque rayon, on met le mot beauté, joie, amour, prospérité, conscience, humour, voilà. On met toutes ces choses-là. Et si par exemple on se focalise uniquement sur la prospérité, eh bien on déséquilibre le précepte de Ojo. Parce que comme tout est réuni, eh bien il n'y a pas de séparation entre la prospérité et la joie et l'amour. Par contre, si on est uniquement focalisé sur l'argent, par exemple, on déséquilibre ce cycle de vie, notre propre cycle de vie, mais aussi nous appartenons à un cycle qui nous entoure. Et donc c'est une pratique. C'est une pratique. Il faut pratiquer Ojo au quotidien. C'est important de le pratiquer. Et comment alors? Ojo, en fait, c'est fasse que la beauté soit derrière moi, fasse que la beauté soit à côté de moi, fasse que la beauté soit en dessous de moi, fasse que la beauté soit au-dessus de moi. C'est une prière. Fasse que la beauté soit devant moi. La beauté, je marche dans la beauté est en moi, je suis la beauté, mais le je suis n'est pas relié à une forme égotique en fait. C'est la manifestation du grand tout qui fait que la beauté est là, en moi, et tout autour de moi. Ça, c'est vraiment essentiel, quoi. Et ça, c'est transmis aux nouvelles générations. Et ça, c'est dit dans les textes, c'est dit dans les chants, et c'est dit dans les... Voilà, c'est dit partout. Et pourquoi le chant tient une place aussi importante chez les Navajos? Alors, pourquoi le chant? Alors, le chant est essentiel. Le chant, je dirais que, c'est quand même une vibration. Par exemple, au début d'une cérémonie, les hommes médecine chantent le chant du Hogan, donc la maison auquel nous appartenons. Et donc, le chant est une façon d'être en état de recueillement et aussi en état de reliance avec ce monde invisible. Et donc, ce qui est dit à travers les chants, ce sont des mots qui racontent l'histoire de l'origine du monde. Et pour restaurer la beauté, on utilise les chants parce que ces chants vont permettre à un individu ou à un collectif d'être là présent dans ce qui se passe
et d'être aussi accompagné à travers le chant par toute l'histoire de l'origine du monde. Donc c'est comme si la présence de l'origine du monde était manifestée à nouveau dans la présence, dans ce que nous vivons aujourd'hui, par le chant, par la prière bien sûr, mais aussi par le chant. Donc le chant est une forme de récital. Hein. Et ces chants sont des prières. Sont des prières, bien sûr, oui, qui sont propres à... Oui, chaque son veut dire quelque chose, chaque voyelle veut dire quelque chose, chaque consonne veut dire quelque chose. Et donc en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Ça nous met comme dans un état de transe en fait, où tout d'un coup le mental, l'ego, il n'a plus sa place. Alors c'est intéressant parce que vous êtes chanteuse et vous vous êtes retrouvée accueillie par ce peuple d'inné, Navajo, initié par ce peuple-là. Le fait que vous soyez chanteuse vous-même, pensez que ça a joué un rôle important pour l'accueil qu'ils vous ont manifesté, la confiance qu'ils vous ont manifesté? Et en fait, moi, la première fois que je me suis retrouvée dans un hogan, c'était au tout début de mon voyage là-bas. J'ai été d'abord très honorée, et après, je ne savais pas quoi faire dans le hogan. Et la seule chose que je me disais que je pouvais faire, c'était chanter parce qu'en tant que chanteuse. Et donc, je me suis mis en moi-même à chanter un petit peu doucement, et j'ai été soutenue par une femme qui était à côté de moi, qui était une grand-mère, qui m'a un peu dit, mais oui, vas-y, chante, vas-y. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable que je puisse chanter dans un lieu sacré, que je puisse fredonner. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était important de ne pas uniquement chanter, c'est se laisser chanter. Et c'est aussi se laisser amener à être au plus proche de la vibration qui elle-même est en reliance avec quelque chose qui illustre même l'histoire de ce peuple. Donc je dirais que la conscience collective de ce peuple-là accueille la fonction du chant, parce que c'est par le chant qu'il continue aussi à être en résonance avec cette non-séparation avec le grand tout. Et de fait, il n'y a pas de séparation pour eux. Et ça, c'est le précepte traditionnel dans le monde moderne. Et en même temps, ils vivent dans la modernité. C'est pas un tiraillement terrible, ça peut cette être réalité-là? Si, ça crée énormément de tensions. Parce que, excusez-moi, mais sûr. On a tous vu des reportages qui montrent la situation dramatique, on peut le dire, Bien dans des sûr. réserves indiennes, avec les problèmes d'obésité, d'alcoolisme, de diabète. Est-ce que chez les Navajos, ils sont épargnés par ces fléaux, ou est-ce qu'ils sont eux aussi touchés par alcoolisme, violence, diabète, drogue? Ils sont pas du tout épargnés, hein, pas du tout. Il y a des gros problèmes de diabète. Ils ont été la deuxième population à être touchée par le Covid, après les habitants de New York. Ils sont fragiles, point de vue santé, ils sont fragiles. Ils ont été contraints forcés à manger une nourriture qui n'était pas la leur, contraints forcés à vivre un rythme qui n'était pas le leur, contraints forcés à réhabiliter la tradition dans un monde moderne après l'histoire du génocide, contraints forcés à nettoyer, à purifier leurs terres au moment de l'extraction de l'uranium pendant les années 70. Voilà, c'est tout le temps. Je dirais que le génocide, il est souterrain, mais il continue, je dirais, à exister parce que c'est un peuple debout et en même temps c'est un peuple qui a une blessure. Et rencontrer. Mais est-ce qu'il y a un désir aujourd'hui de renouer avec sa tradition, de renouer avec cette harmonie dont vous venez de nous parler sur la voix de Hojo, ou est-ce qu'en fait ce sont que quelques individus, des artistes que vous avez eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer, mais qui sont en fait une minorité par rapport aux 170 000 Navajos qui vivent sur leur réserve? Sincèrement, je dirais qu'il est très difficile de passer à côté de ça en vivant dans la réserve. Autant pour quelqu'un qui est Navajo comme pour quelqu'un qui n'est pas Navajo. Difficile de passer à côté de Hojo et des enseignements. Ah, bien sûr. Pas à côté de la modernité. Oui, non, de toute façon, parce qu'on est au cœur de la modernité, on est en plein cœur de l'Amérique. Hein. C'est pas possible, c'est-à-dire que le système gouvernemental, qui est fédéré par un président,
détient au cœur même de leur gouvernance le fait que les 4 montagnes sont sacrées. Donc la sacralité est reliée à quelque chose qui est visible et invisible. Visible déjà par les montagnes sacrées. Et donc dès qu'on se balade, on se promène avec eux, à un moment donné, ils vont pointer, par exemple, de manière noble, une des montagnes sacrées. Ils vont dire ah bah voilà, ça c'est une montagne sacrée. Voilà, ils vont en parler. Tiens, là c'est ma grand-mère et ma grand-mère, elle raconte telle ou telle histoire. Et telle ou telle histoire n'est pas séparée du monde sacré. C'est impossible. Donc il y a cette conscience que préserver le sacré appartient à des enseignements ancestraux qui a été transmis par une oralité, et même si c'est difficile aujourd'hui de croire que ça va encore exister, ça existe. Et en quoi ce message de vie, ce message d'Ojo, ce message de la beauté a un message à nous transmettre, à nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Vous avez posé cette question à Pierre Rabhi dans votre documentaire. Oui. Moi, j'ai envie de vous la poser. Oui. Pourquoi c'est important d'écouter ce message de ces Indiens Navajo? Parce qu'ils ont su résister à toutes les atrocités. Hein, on les connaît, le génocide, on sait ce que c'est. Parce qu'ils ont su résister, traverser à toute l'histoire de la pollution due à l'extraction de l'uranium. Ce sont des résistants, quoi. Des résistants, oui, parce que ils ont su résister à l'histoire du Covid, le dernier virus qui ne date pas de très longtemps. Parce que lorsqu'un président Navarro se présente à Washington D.C., eh bien il se présente en langue Navarro. Et lorsqu'il se présente en langue Navarro, il se présente en expliquant d'où il vient. Et d'où il vient, il appartient au clan. Et quel clan? Au clan de la mère. Ce sont des sociétés matriarcales. Donc l'enfant appartient au clan de la mère. Et donc le clan de la mère, c'est relié aussi à la terre. Donc il y a quelque chose, il y a une pensée qui est fondamentale, qui est propre à leur histoire, qui fait qu'ils sont aussi retournés sur leur territoire d'origine. Ça, ils ne peuvent pas l'oublier. Et disons que aujourd'hui, par rapport au monde qui vient, quelles sont nos origines à nous qui nous permettraient d'insuffler un nouveau message positif pour les nouvelles générations, en s'occupant de ça essentiellement, et ne pas s'occuper de toutes les atrocités quand je dis ne pas s'occuper, c'est pas ça que je veux dire, mais et ne pas rester figé sur toutes les impossibilités. Voilà. Donc ce sont des gens qui ne veulent pas être présentés comme des victimes. Et pour terminer, Lorenza Garcia, ça fait plus de 20 ans que vous partagez leur vie. Qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel là, pour vous? Ce que j'ai reçu d'essentiel. Ouais. Comment vous le formuleriez en quelques mots? Partager, être joyeux, être en lien avec quelque chose qui fait que le monde des possibles dans le monde meilleur et avec le monde meilleur et pour le monde meilleur est possible. C'est à nous d'être des acteurs, c'est à nous de co-créer avec une intelligence qui est plus universelle que notre petite existence de vie sur Terre. Créer de la beauté, oui, la beauté sauvera le monde, c'est certain. Merci beaucoup, Lorenza Garcia. Merci vraiment pour nous aider à mieux connaître ce peuple d'Iné Navajo. Je renvoie à votre livre 20 ans auprès des Navajo, un livre que vous publiez aux éditions Mama. Je renvoie également à votre site internet où on peut trouver une masse d'informations, navajo-france.com. Et puis, vous avez co-réalisé avec Bruno Vienne un documentaire très intéressant qu'on peut se procurer également en DVD, Navajo Songline. Merci beaucoup, Lorenza Garcia. Merci beaucoup. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.